Cécile et merci beaucoup de participer à ce projet. Peux-tu nous dire qui tu es? Bonjour Alexia, je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée. Qui je suis? Je suis une jeune femme autiste, jeune ou pas, Euh, et je suis en pleine découverte de moi-même depuis quelques années, depuis mon diagnostic. Et c'est pour ça que je suis là ici, parce que je trouvais ça important de partager tout ça. Donc ton diagnostic, il est récent. Est-ce que ça a changé ton activité professionnelle? Est-ce que tu l'as complètement changé ou est-ce que ça t'as commencé à modifier comment tu t'organisais ou... Alors en fait, mon diagnostic, il est venu après un début de prise en charge par une psychologue euh, face aux difficultés que j'avais avec mes enfants. Euh, il se trouve que du coup, on a diagnostiqué nos deux enfants et en discutant avec ma psychologue, j'ai pris conscience au fur et à mesure de mes particularités, de mon autisme. Donc en fait, au final, j'ai travaillé au quotidien petit à petit à adapter ma vie à mes particularités, à adapter la communication au sein de la famille, à mettre en place des choses. Et en même temps, en fait, j'ai fait un magnifique burn-out professionnel et un peu personnel parce que du coup, il y avait tout ça qui venait. Et le diagnostic est venu, je l'ai formalisé du fait de la nécessité française de mettre des étiquettes sur tout ce qui existe pour pouvoir avoir le droit à des aménagements, tout ça. Professionnellement, je me suis reconstruite dans l'entrepreneuriat en faisant quelque chose pour moi. Donc, j'ai pu reprendre confiance en moi et je suis retournée dans une activité salariée parce que les étoiles, les difficultés personnelles. euh, Ma fille s'est écroulée et du coup, je n'avais plus le temps pour mon entreprise. Et en parallèle, j'ai trouvé un emploi avec un manager que je connaissais d'avant, qui savait exactement qui j'étais, comment je fonctionnais. Euh, donc, j'ai commencé sur un CDD à temps plein et aujourd'hui, je suis en CDD à temps partiel. Euh, et je devrais pouvoir continuer comme ça et du coup pouvoir bien aligner ma vie pro, ma vie perso et mes nécessités de repos du fait de la fatigabilité du quotidien. Je ne sais pas pourquoi il y a un délai dans le signal. C'est très bizarre. Et du coup, mais tu fais quel type de travail? Tu travailles dans un bureau? Tu travailles à la maison? Aujourd'hui, je travaille dans un bureau, je suis chargée d'études dans le recyclage. Donc en fait, je fais du négoce de poubelle jaune, comme je dis en fait. Je m'occupe de la poubelle jaune entre sa sortie de centre de tri et le recycleur en fait, qui va transformer les produits en matière première, Oui, donc nouvelle oui, c'est matière une première. marchandise comme une autre finalement. C'est exactement ça, tout à fait. Ah oui, mais du coup, tu passes beaucoup de temps au téléphone? Non. Alors, en fait, je travaille essentiellement tout le temps avec les mêmes personnes et en fonction, je suis dans une équipe extrêmement bienveillante et du coup, en fonction du mode de fonctionnement de chacun, on a pu mettre en place euh, plutôt une communication par mail ou par téléphone ou par SMS, enfin voilà, par rapport à la réactivité de chacun. Euh, et en fait, ça, c'est super appréciable parce que je suis arrivée dans mon équipe. J'ai été libre de parler de mes problématiques du quotidien, des matins où on se sent pas bien, de dire oula, aujourd'hui je suis pas bien. Un peu comme tout le monde, hein. Il y a des jours où je suis mal lunée, mais de dire bah voilà, en fait, quand je suis mal lunée, j'ai plus de problématiques de communication. Donc surtout si je vous parle mal, n'hésitez pas à me le dire et de le recueillir avec bienveillance et avec acceptation. Et ça, c'est génial. Ah ouais. Et donc, Après, pardon. et tes collègues le font du coup? Enfin, ça t'est déjà arrivé ou finalement ça... Ça m'est arrivé un matin, en fait, d'arriver, de dire, en fait, aujourd'hui, ça va pas. Et puis, au final, en fait, au fur et à mesure de la journée, ils m'ont rassurée en me disant, non, mais tu vois, en fait, tu t'en sors bien, il n'y a pas de souci. Des choses toutes bêtes, en fait, quand on a un resto de prévu. euh,
mon chef sait que j'aime bien savoir, même si c'est surprise pour l'équipe, par exemple le resto de Noël, ben moi il sait que j'ai besoin d'avoir le menu en avance. Donc du coup, il me dit bah voilà, on va à tel endroit, tu peux regarder. Enfin voilà. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça du quotidien qui font que c'est hyper agréable de pouvoir se sentir soi-même en fait. C'est des petites choses, mais ça a beaucoup d'effets finalement, parce que ça doit te rendre plus détendu. C'est ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai un poste de cadre, donc normalement, sans horaire fixe, pas corvéable à merci, mais presque. Et en fait, l'équipe comprend bien que, par exemple, à un moment, mon cerveau, il déconnecte et qu'il vaut mieux que je rentre chez moi, que je me repose, ou que je rentre chez moi, que je me repose, et puis que si je suis libre psychologiquement de me reconnecter chez moi ensuite, plutôt que de faire du présentéisme et de faire n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Mais ça, c'est... j'imagine que cette culture-là, c'est tout le monde dans l'entreprise. Enfin, Alors, est-ce que c'est que toi qui fais ça ou est-ce que, parce que par exemple, moi j'ai travaillé dans des entreprises où tout le monde faisait ça. C'était normal que quand on en avais marre, tu arrêtais et puis tu reprenais plus tard. de ce que j'ai compris, non, en fait, je travaille dans un grand groupe où la plupart des gens sont sur Paris. Nous, en fait, on est une petite filiale dans un grand groupe. Et en OK? plus, on est une équipe sur Lyon, alors qu'une grande partie, enfin, les équipes sont dispersées dans la France, mais une grande partie des équipes sont sur Paris. Et du coup, alors, on ne fait pas ce qu'on veut, mais en termes de management et de culture d'entreprise, c'est différent que de la culture du groupe. Oui, Voilà. oui. Tiens, mais Je, ce que je voulais dire, c'était entre vous, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui doit aller chez le dentiste, il va chez le dentiste, quelqu'un d'autre qui dit, bon là, j'en ai marre, je rentre à la maison. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'impression de ce que tu dis, que c'est pas un aménagement. Enfin, il est peut-être encore plus mis en valeur pour toi, mais ça passe facilement parce que c'est quelque chose qui est plutôt banal pour eux, non? C'est ça. C'est en fait au niveau de l'équipe, c'est assez standard de se dire. Oui, c'est ça. En fait, le manager fait aussi qu'il part du principe que la conciliation vie privée, vie professionnelle, pour être efficace au travail, doit être bonne. Oui. Et du coup, en fait, bah, effectivement, on est assez libre si on a un rendez-vous dans la journée, de s'absenter, de revenir. Enfin voilà, il y a pas cette contrainte, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Et c'est vrai que ça aide énormément. Oui, donc tu as ces aménagements-là. Du coup, maintenant, tu es à temps partiel, donc tu travailles quoi, 4 jours par semaine? 3. Trois. Oui, donc ça te permet d'avoir 2 autres jours pour te reposer et faire d'autres choses, j'imagine. Oui, je gère. En fait, en gros, sur les 2 jours, j'ai une journée plus consacrée au rendez-vous des enfants et une journée plus consacrée à moi. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Oui, j'ai cette chance de pouvoir le faire. Et en plus, enfin, au début, je devais faire juste un remplacement. Il se trouve que eux avaient besoin de quelqu'un à temps partiel, que moi, je cherchais un temps partiel, que je leur convenais. Et que du coup, ce que je dis, les étoiles, au final, se sont alignées au fur et à mesure pour pouvoir être dans cette gestion-là. Et du coup, tu y vas trois fois par... Enfin, tu fais que du présentiel? Ou... Non, j'ai une journée de télétravail en plus. Donc, du coup, je vais, parce que je suis à 40 kilomètres, mais du coup, j'ai 2 jours par semaine en présentiel, à savoir que j'ai quelqu'un de l'équipe qui habite pas très loin de chez moi. Donc, on arrive 1 ou 2 fois par mois à covoiturer en plus. Donc, du coup, j'ai pas cette fatigue du trajet les jours où on covoiture. Ah oui, c'est vrai. En plus, t'as le trajet, ça doit pas être... ça peut être fatigant. Mm. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? J'aime c'est ce côté macro en fait. Moi je suis plus alors j'ai eu cette phase d'appel d'offres, de réponses. Enfin voilà déjà c'est de travailler avec des gens différents, de façon différente, mais tout en réussissant à être harmonieux dans notre façon de faire et dans le respect, dans l'écoute. Enfin voilà ça c'est déjà la première chose qui fait. Enfin, si on se sent pas bien dans une équipe, on peut aimer son métier, tout ce qu'on veut. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas rester dans une équipe où je me sens pas bien, même si j'aime mon métier. Et du coup, aujourd'hui, je mène des projets.
Je mène des études plus macro. Enfin voilà, et du coup, de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir harmoniser entre tout le monde, de pouvoir, de par mon travail, réduire le stress de mes collègues parce que on est en train de travailler sur des process en mode lean management. Donc, l'idée, c'est de trouver tous les temps morts, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée et de voir comment on peut réduire le temps de traitement, mais sans alourdir le stress des équipes. Oui. Du coup, c'est super intéressant parce qu'on se dit que son travail, en plus, il va servir à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me motive au quotidien. Et puis, derrière, il y a du développement informatique. L'équipe informatique est aussi dans ce sens-là. Enfin, voilà, donc on va tous dans le même sens. Et du coup, c'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est que Et aujourd'hui, on a collaboratif. tous la même vision. Oui. Donc, tu as une partie analytique qui est la partie lead management. Tu as une partie collaborative où tu dois comprendre enfin, comment tu peux faciliter la tâche des différentes personnes dans le process. C'est ça. Et puis, ça fait déjà deux choses, oui. Et dans ces moments-là, est-ce que la communication, vous avez trouvé un mode qui fonctionne facilement pour toi ou tu as des personnes ressources qui, des fois, peuvent t'aider là-dessus ou quand tu as un doute ou... Quand j'ai un doute ou un blocage, j'ai mon manager qui me coach pas mal sur toute la partie communication. Hmm. Par exemple, quand je fais partir un mail et qu'il me dit, mais est-ce que tu as appelé la personne avant? Je dis, non. Il me dit, bah, tu vois, là, il aurait fallu l'appeler. Enfin, voilà, bon, en général, je corrige la boulette derrière. Mais en fait, c'est jamais en mode culpabilisant, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. C'est toujours dans la bienveillance en me disant, pour m'aider à m'améliorer, en fait, pour les fois d'après. Et après, depuis aussi que j'ai commencé toute ma démarche, je sais que dans mes vies professionnelles d'avant, euh, c'était compliqué pour mes autres collègues de travailler avec moi, du fait de mes problématiques de communication, de rigidité. Enfin voilà, donc tout ça aussi, j'ai beaucoup travaillé à titre personnel là-dessus avant de retourner en entreprise pour que ça se passe mieux et sans que ça me coûte trop. Mais du coup, quand tu es avant, est-ce que c'était quelque chose où tu n'en parlais pas du tout? Et là, maintenant, comme tu as déjà beaucoup réfléchi, tu as travaillé et tout, tu es revenu dans le nouveau travail en étant peut-être plus, en affichant peut-être plus, OK, moi je fonctionne comme ça, voilà ce qui m'aide pas. Ou Mhm. avant, tu avais déjà essayé d'expliquer, mais finalement, ça prenait pas, c'était peut-être pas le bon environnement. Alors avant, je savais pas. Avant, je ne savais pas comment je fonctionnais non plus. Oui, tu te voyais pas Je- faire. Oui, et puis, j'avais pas cette ouverture d'esprit de me dire que, alors, on m'explique, tout le monde me disait que le problème venait de moi. Donc, je partais aussi du principe que tout était de ma faute. oui, Euh, donc, j'avais tendance aussi à me braquer par rapport à tout ça. Et en me disant, mais en fait, moi, je suis juste moi-même, en fait. Donc, qu'est-ce que je... Et personne ne me coachait pour me dire, bah, en fait, tu vois, quand tu parles comme ça, oui. on te prend C'est pas mal. expliqué. Voilà. Et donc, du coup, à part me dire, tu fais mal les choses et personne n'a envie de bosser avec toi, ben, en fait, je- j'avais de la critique, mais j'avais pas la construction derrière. Parce qu'il y a du mauvais management à la base, hein, parce que les bases de management, en général, c'est qu'on dit à la personne qu'il faut que tu décrives le comportement, lui expliquer quelle partie du comportement elle doit modifier, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, en fait. Donc ça Oui, t'a... c'était une très grosse équipe. Enfin, voilà, le management, c'était compliqué aussi pour le manager de toute façon. Et puis, en fait, j'ai quitté mon entreprise en me disant, c'est mon job qui ne me convient pas. Et puis, au final, j'ai fait j'ai fait deux autres entreprises en un an. Et puis, au final, enfin, à la fin de ma deuxième entreprise, c'est là où j'ai fait mon burn-out. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que la problématique n'était pas tant l'entreprise que ma façon de fonctionner que je ne comprenais pas et qui m'épuisait et que mon corps me disait c'est juste pas possible. Parce que j'ai toujours, depuis que j'ai commencé à travailler, eu des symptômes physiques d'épuisement, en fait, où mon corps m'alertait, mais je ne l'écoutais absolument pas. Mais c'est quoi? C'est parce que tu devais recalculer tout ce que les gens disaient, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait... Enfin, c'était beaucoup sur la communication ou tu avais aussi l'aspect sensoriel qui jouait Je plus? pense qu'il y avait les deux parce que donc il y avait l'aspect communication avec les autres et puis tout ce qui était sensoriel, je travaillais en open space.
Donc, le bruit tout le temps des claviers, tout le temps les injonctions. On avait des injonctions de production, en fait, de productivité, même en étant opérationnel sur une fonction support. Euh, on avait toujours, enfin, la lumière, on ne pouvait pas gérer la lumière. Euh, le sol, en fait, c'était de la moquette, donc qui était jamais nettoyé, donc il y avait toujours de la poussière, les odeurs, enfin voilà. Et tout ça, en fait, ça faisait qu'à un moment, en fait, bah, mon corps me disait stop par des symptômes de gastro, par des maux de tête, enfin ce genre de choses. Donc je m'arrêtais, mon médecin m'arrêtait 2 jours en me disant bah c'est viral, ça va passer. Puis j'y retournais, et puis le mois d'après ou 2 mois après, je recommençais. Enfin voilà. Et maintenant, enfin ça va. Même là où j'ai été à temps plein pendant 6 mois, ça a bien été quoi. Ça s'est bien passé. Parce que je savais aussi m'écouter, je savais que le week-end, du coup, fallait que je pose, enfin voilà. Alors, au bout de 6 mois, clairement, j'étais au bout. Et on en a parlé avec mon manager entre mes 2 contrats. Du coup, il m'a dit, écoute, on va laisser 2 semaines. Tu te reposes, tu prends du temps, tu reviens en forme. Enfin, voilà. Et du coup, même toute la partie sensorielle, en fait, alors, je suis pas dans un open space, mais on est quand même 5 dans notre bureau. Euh, Quand on a remis en place les bureaux, c'est poser la question, la lumière, pas la lumière, le chaud, le froid, la clim, pour que chacun se sente bien. Enfin, ça n'a pas été que moi, en fait. L'idée, c'est que Oui, mais chacun se c'est sente ça bien qui est bien. où il était dans le bureau. C'est que ça, La, c'est la- la- tout le monde qui la bénéficie. culture de l'équipe qui est Oui, comme ça. oui, oui, oui. Ça Voilà, montre bien que ça bénéficie à tout le monde. c'est C'est, ça, c'est pas, en plus, ce que tu demandes n'est pas bizarre. Ça semble assez normal d'être bien pour travailler. c'est ça. Oui, donc là, du coup, tu as, tous les aménagements au niveau de ton confort, en tout cas, et de ce que je comprends, tu arrives beaucoup plus vite à sentir quand en fait, tu as une meilleure capacité à sentir tes alertes. C'est ça. Et puis, j'arrive mieux à sentir mes alertes. Et puis, même mon chef est plus en alerte, en fait. Il voit bien. Oui, il Il voit voit à aussi. quel moment, voilà, et à un moment, il me dit, oula, Cécile, on va peut-être s'arrêter là, en fait. Voilà, il sent lui aussi, des fois, quand moi, je le sens pas, lui, il le voit, et C'est il dit, génial. oula, Cécile, c'est peut-être le moment qu'on s'arrête, parce que là, je vois que en gros, tu commences à dire n'importe quoi, tu n'arrives plus à réfléchir. C'est qu'il faut qu'on s'arrête. Là, tu as le cerveau qui connecte plus, donc maintenant, stop. Oui. Voilà, pause. Ah Voilà. ouais. Mais en fait, c'est même des choses toutes bêtes. En fait, je fais des visites de centres de tri. C'est extrêmement bruyant. Oui, j'allais dire, c'est un casque et tout ça, j'imagine. Et ben en fait, quand j'ai commandé mes EPI, normalement on a un casque standard. On m'a autorisé un casque avec des anti-bruits intégrés. Voilà. Et on ne m'a posé aucun problème. Et j'ai pas encore ma RQTH. J'ai pas. Voilà. C'est juste que on se fie aux besoins de la personne plutôt que de se rattacher à une étiquette. Voilà. Oui, mais ça semble. Enfin, en fait, quand tu le décris, ça semble tellement normal et pourtant, ta situation est quand même assez extraordinaire. Ce qui, est quand même, enfin, c'est là où on voit qu'il y a un problème. C'est C'est que ça. ce serait quand même logique, même la médecine du travail. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, j'avais mal au dos. Ils m'ont tout de suite donné ils ont changé ma chaise de bureau pour une chaise ultra performante pour le dos. Mais je pense que j'ai eu de la chance parce que pour mon chef, il s'est pas posé la question. Il m'a dit, je veux pas, enfin, je veux qu'elle soit performante, donc il faut qu'elle ait pas mal au dos. Donc je prends une chaise à 500 euros, Mm, je sais pas, ça va coûter. Mais en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que moi, j'avais de la chance, en fait. mm, Parce que pour peu que la personne soit moins performante ou que le manager soit plus nul, euh, mm. il y a des gens qui se battent avec Leur employeur. et là, on parle d'un bête truc physique que tout le monde, enfin, personne ne peut nier, en fait. Donc, c'est vraiment super ton environnement. Oui. La seule chose où j'ai dû faire intervenir, où j'ai fait intervenir la médecine du travail, c'est au bout de mes 3 mois d'embauche, j'ai eu ma visite d'embauche. Alors, j'avais pas encore ma RQTH, mais j'avais la psychiatre qui m'a diagnostiqué, qui m'avait fait un courrier de validation de diagnostic pour pouvoir déroger au temps de télétravail, en fait. Pendant mon temps plein, normalement, j'ai le droit qu'à 2 jours de télétravail au bout de 3 mois d'ancienneté, et la médecine du travail m'en a accordé un troisième. Sans difficulté, hein, mais au niveau de l'employeur, vu que c'était pour le coup une dérogation à un accord d'entreprise, là, il y avait besoin d'une justification médicale. Voilà.
Mais c'est vrai que sinon, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Et même là, j'ai fait un webinaire sur les stéréotypes du handicap au travail, qui était fait par un sociologue. Et donc, du coup, j'ai participé avec mon N+2. Mon N+2 connaît aussi ma situation. Et du coup, il a reposé des questions à mon N+1 en disant, mais en fait, Cécile, les aménagements, est-ce qu'on est bon, tout ça? Et est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place? Et quand on m'a reposé la question, je dis à mon chef, mais en fait, tu te rends pas compte, déjà, je fais mon aménagement principal dont j'avais besoin, c'était mon temps partiel, et ça s'est vu. Je fais après, franchement, enfin, je fais tout est en place, et en plus, enfin, t'es super à l'écoute, donc au final, quand j'ai un truc, je te le dis, et ça, enfin, on voit tout de suite ce qu'on peut faire. Oui, mais ça montre aussi que c'est pas si compliqué que ça, hein, quand c'est juste une question de motivation, finalement. Je crois que c'est, comme je dis, je crois que c'est a way of life en fait. C'est une façon C'est- de voir le monde. Oui, tu as raison. C'est une façon de penser. C'est à partir du moment où ça te semble logique que la personne doit être bien et que donc ton job, c'est de faire tout pour qu'elle soit bien, bah, tu te dis, bon, que ce soit ça ou ça. Non, tu as raison. C'est une bonne façon de le dire. Je pense que c'est, enfin, puis même lui, hein, enfin, mon chef est divorcé et en garde alternée, donc il voit bien les nécessités que lui a besoin dans les aménagements de son emploi du temps, enfin voilà. Et il dit, mais en fait, c'est tellement une évidence pour moi que ça doit se passer comme ça pour tout le monde, que lui, il le met en place sans se poser de questions. Et je me dis, mais. Et le pire, c'est que des fois, il me dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis un mauvais manager. Je dis, mais en fait, tu te rends pas compte. Je lui dis, euh, je lui dis, ça se voit que enfin, tu verrais les managers du monde du travail, ou si tu vas le voir en disant, bah là, aujourd'hui, j'aurais besoin de prendre ma demi-journée parce que je me sens pas très bien, enfin, j'aimerais bien rentrer parce que je suis pas bien, et tu restes à ton poste, c'est tes heures, c'est comme ça, je m'en fiche. Je dis, mais en fait, enfin, moi, je connais des collègues dans mes anciennes vies qui ont bossé alors, en télétravail de chez eux avec la gastro, euh, enfin, dans des situations, mais juste Ouais. ahurissantes, quoi. Voilà. De se dire, je suis en visio, enfin, je suis la tête dans les chiottes et je suis en visio en même temps, quoi. Enfin, de se dire, mais on est où, quoi? Enfin, Oui, oui. mais vrai, hein, véridique, hein. Donc, Oui, mais ou alors le manager a rien dit, mais la culture est telle que la personne se dit qu'il faut quand même qu'elle assure. c'est ça, Parce que parfois, tu as des managers qui doivent dire à la personne, stop. Et c'est non, ça. on ne veut pas entendre parler de toi. Tu repars, rentre chez toi pendant 3 jours et on ne veut pas te Très bien voir. comme ça va. Parce qu'il y a des personnes, Euh, parfois, elles ont aussi, enfin, quelque part, elles ont cette obligation. Et c'est ce que tu dis, c'est très lié à la personne. j'ai une anecdote, en fait. Au mois d'octobre, j'ai eu un accident de la voie publique et je me suis pété le poignet et deux doigts. J'ai eu ça un mardi soir. Le mercredi, j'ai prévenu mon chef. euh, et en fait, on était dans une période ultra speed au boulot. Clairement, mettre une semaine d'arrêt à ce moment-là, ça arrangeait personne, ni eux au niveau de la charge, ni moi, parce que je me sentais de travailler. Enfin, mon travail, c'est taper sur un ordinateur et réfléchir, en fait. Donc, alors c'était un peu plus compliqué de travailler, de taper sur l'ordinateur, mais en Oui, fait, on s'est mis d'accord. Ok, tu te mets pas en arrêt, mais ça doit pas empiéter sur ta guérison. Et en plus, il m'a emmené passer mes examens, il a fait ses réunions dans la voiture. Enfin, voilà, non, mais voilà, j'ai envie de dire, si je fais aussi ce témoignage aujourd'hui, c'est pour dire, les gens qui nous acceptent tels qu'on est, ça existe. Et il oui, faut pas perdre espoir parce que, comme dans l'éducation nationale, on sait que c'est souvent très compliqué. En parallèle, il y a aussi des instituts et des profs qui sont formidables. oui, c'est Euh, vrai. et bah, c'est pareil dans le monde du travail. Ouais. C'est pas très joli ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de cons, mais il y a aussi des gens très très bien. Il y a aussi des gens qui mettent l'humain avant le reste et on peut se sentir bien dans son travail. Oui, puisque ce que j'ai l'impression que tu dis aussi, c'est que à partir du moment où toi, tu es clair sur qui tu es et de quoi tu as besoin, tu peux plus facilement détecter si tu es au bon endroit, en fait. Tout à fait. C'est d'avoir pris le temps de me connaître, moi, Oui, a été essentiel aussi dans mon retour au travail, clairement. De savoir de quoi j'avais besoin pour me sentir bien.
de savoir de quoi j'ai besoin au quotidien aussi chez moi, de savoir à quel moment, de m'écouter en fait et d'arriver, de plus être dans l'hyper-adaptation. On va pas se mentir, je suis dans l'adaptation parce que forcément, au travail, on est dans enfin, on est dans un monde social, donc forcément, il faut aussi s'adapter aux personnes qui en face, les écouter, pouvoir interagir. Donc tout ça, c'est fatigant. Mais je suis dans l'adaptation, je suis pas dans l'hyper-adaptation. Je ne m'oublie pas dans l'histoire, en fait. Je m'autorise à être moi, à répondre, à dire non, à m'imposer sur certains sujets, à dire je ne suis pas d'accord. Alors qu'avant, j'étais tout le temps à oui, 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 bien sûr, je fais, bien sûr, je prends, c'est toi qui as raison. Euh, une fois, je me suis retrouvée, je revenais de longue maladie, j'ai fait quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve effectivement complètement inadapté. Je revenais d'une longue période de maladie et on arrivait au mois de mai, oui, c'était ça au mois de mai, et pas la première chose, mais pas loin, ouais, ça a été, alors en fait, qui prend le pont? Parce que moi, j'aimerais le prendre et je revenais de 3 mois de maladie. L'équipe l'a pas vraiment bien prise, qu'aujourd'hui je comprends tout à fait. Sur le coup, moi je voyais pas de mal, hein, mais en fait, ils étaient 6 en face de moi, ils m'ont attrapé dans un bureau et à 6, ils ont déchargé toute la haine qu'ils avaient, mais envers l'équipe, envers le management, envers moi. Et moi, je me rappelle, je suis restée là impassible à écouter tout ce qu'ils avaient à dire et à aller m'écrouler dans les toilettes après. Je me dis, mais ça, aujourd'hui, je l'accepterai plus. Oui, mais Voilà, tu vois, c'est quand même choquant parce que, ok, c'est un peu une gaffe, mais ça peut aussi se comprendre. Tu rentres de maladie, donc ça peut être aussi difficile de reprendre le travail. Donc, tu n'as peut-être pas envie d'y aller à fond. Tu vois, enfin, ouais, je mais ne suis pas ça n'a pas été convaincue pris que ce comme ça. soit que ta faute, tu vois. Enfin, je pense que en plus, c'est démesuré leur réaction. Ils auraient pu dire, bon, Cécile, t'abuses un peu. Oui, Tu vois, mais enfin, là, ils auraient c'était pu dans faire un une blague en moment. disant, non, mais Cécile, tu viens d'arriver, tu veux déjà repartir. Tu vois, le truc qui se régule. Ben ouais, mais en fait, il y avait une telle pression du management sur la productivité, sur tout ça, enfin voilà, qu'en fait, ils ont tout déchargé sur moi et moi, j'ai tout pris. Et j'ai tout accueilli. Et aujourd'hui, clairement, je me laisserai plus faire de cette manière-là. Oui, parce que ça Voilà, fait un peu bouc émissaire, quoi. c'est ça. En fait, de toute façon, quand il y avait un truc qui allait pas, c'était toujours de ma faute, tout le temps. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai assez confiance en moi pour me défendre en disant non, non, mais attends, il y a aussi ça, et puis ça, et moi, je veux bien prendre ma part de responsabilité, il n'y a pas de souci, mais. Et en même temps, quand je suis prise en faute, je le vis toujours très, très mal. J'ai encore ce côté, faut être parfait, et où je peux m'écrouler. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où mon chef m'a fait une réflexion, mais de façon complètement adaptée, hein, Oui, et oui, où en rien de fait, spécial. Oui. et moi, je me suis écroulée. On en a reparlé le lendemain. Mais j'ai réussi à aller lui dire, écoute, j'ai besoin qu'on en reparle parce que là, j'ai besoin. C'était très implicite et l'implicite et l'autisme, ça marche pas très bien. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin que tu me donnes exactement la situation qui a fait que tu m'as fait cette remarque. J'ai fait et au final, j'avais rien fait. En fait, c'était quelque chose de très général. Et de lui dire, mais j'ai pu lui dire, écoute, je me suis écroulée, ça m'a complètement démontée, j'ai besoin qu'on en parle pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Et lui a complètement su me rassurer. Déjà, m'a dit, je savais que ça allait se passer comme ça, mais je me suis sentie libre d'aller lui dire, écoute, ça ne va pas, comment ça s'est passé, il me manque des infos, il me manque, j'ai besoin qu'on aille plus loin parce que du coup, je comprends pas ce que je ne me serais jamais autorisée à faire avant déjà par manque de confiance en moi et par manque de confiance envers mon encadrement. Ouais, mais en fait, c'est super parce que en plus, je pense que tu améliores son management, même avec les autres. Parce que Oui, toi, les autres, probablement, ils laissent plus glisser parce que c'est peut-être moins, ça les impacte peut-être différemment. Mais finalement, grâce à toi, il apprend plein de choses sur le management. Parce que le management, c'est difficile. Enfin, parce que comme tu dis, il y a plein de gens différents. Donc, c'est pas une mm, histoire d'être autiste ou tu vois, c'est juste, tu as différentes personnes et tu dois trouver une façon que ça fonctionne bien. Donc, moi, je trouve que c'est une belle histoire. oui, c'est une Et vraie belle histoire. ouais, ouais, et vraiment, je pense que ça doit. Demande-lui, mais comme ça, je me dirais que ça doit l'aider il doit s'améliorer avec
tes conseils qui, eux, sont très explicites. Donc, c'est ça Mm. qui est chouette. Et du coup, est-ce que tu as l'impression dans ton travail que la façon dont tu réfléchis en tant que personne autiste, c'est un avantage ou il y a des choses que tu fais que tes collègues ne savent pas faire, par exemple, où ils te disent, ah ben nous, on l'aurait pas vu comme ça, mais super. Alors, alors je ne sais pas si c'est l'autisme, le HPI ou les deux mélangés. J'ai ce côté où je mémorise les choses très très vite et où Mm. je fais beaucoup beaucoup de liens entre les choses. Oui, Et du coup, je suis arrivée dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. J'ai été recrutée parce que justement, je savais réfléchir. Et en fait, même mon manager que je connaissais d'avant m'a dit, même moi, j'étais impressionnée de la vitesse à laquelle tu as intégré les informations du domaine spécifique dans lequel on se trouve. Parce que la oui, gestion de déchets recyclables, avec la quantité de matière qu'il y a, tout ça, il y a quand même un paquet d'informations à ingurgiter. oui, Et je sais que j'ai impressionné de ce côté-là par la vitesse à laquelle je me suis imprégnée du sujet. oui. Et je le Aussi sais à parce que l'autisme, la mémoire, hein. La majorité des personnes autistes ont une très bonne mémoire, mm, stockage. c'est ça. Et en fait, alors je sais que j'ai impressionné parce qu'on me l'a dit en retour, mais aussi parce que, enfin, quand je disais le cadre de travail bienveillant, tout ça, c'est que les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dit, mais dis donc, ça fait 2 semaines que tu es là, tu gères déjà super bien le sujet, quoi. Enfin, voilà. Oui, Et en plus, ils l'ont pas mal pris parce qu'il y a certaines personnes, c'est vrai que c'est Angela, que peut-être tu verras son témoignage, elle a un peu les caractéristiques où elle monte très vite à niveau et elle était dans la recherche, mais finalement, ça la desservait parce que ça énervait ses collègues, parce que comme elle allait très très vite, bah, ils étaient là, genre, mais non, mais nous, pour aller aussi vite que toi, tu sais, c'est un environnement compétitif, ils devaient travailler plus et ils n'avaient pas envie, eux. et bah, c'est ce qui m'est arrivé dans mon dernier emploi. Alors, en fait, l'emploi qui m'a mené au burn-out, j'avais fait une analyse de charge. J'étais sur un poste équivalent à quasiment 2 personnes. Euh, enfin, j'étais en plein Covid, en paye, dans un système où tout se faisait à la main. Donc, c'était ultra chargé. Je suis arrivée dans mon entreprise 10 jours avant le confinement. Donc, c'est bien sympa. Et en fait, on m'a montré comment fonctionnait le logiciel que je ne connaissais pas. On m'a dit, tu vois, il y a ça comme menu, il y a ça, tu peux faire ça, machin, bidule. Et en fait, on m'a donné des dossiers. Et le soir même, j'avais rentré tous les dossiers. On m'a dit, mais comment t'as fait? Bah, en fait, je réfléchis. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que je réfléchis vite et bien. Mm. Donc, en fait, bah, j'ai mis en heure. J'ai une vitesse d'exécution qui est plutôt très rapide. Donc, du coup, bah, je prends vite en. Enfin, moi, il y a Oui, un tu as moment, compris plus si vite j'ai un et tu ne vas pas raccourci passer la clavier nuit, qui me quoi. fait. Voilà, si j'ai un raccourci clavier qui me fait gagner 3 secondes, je prends le raccourci clavier. Et du coup, en fait, j'améliore mon temps de traitement forcément. Et en fait, j'avais fait des efforts pour m'intégrer la première quinzaine. Enfin, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai vachement bien réussi mon intégration, tout ça. Et je suis revenue du Covid et en fait, on m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte, enfin, t'as étalé ta connaissance, t'as étalé tout ce que tu savais faire, tout ça. Bah ouais, mais en fait, on me recrute aussi pour les compétences que j'ai, en fait, donc je vais pas faire semblant d'être nulle et de rien y connaître. Enfin, voilà. Et donc là, en fait, de démarrer dans un nouveau sujet que je connaissais pas, bah, au final, je suis arrivée, moi, j'y connais rien. On m'a expliqué et j'ai intégré et après, j'ai établi mes compétences par rapport à ça, mais j'ai envie de dire, je suis arrivée dans un sujet que je ne connaissais pas. Donc, on ne pouvait pas me dire, mais t'as vu, t'étales ta connaissance, parce que je ne connaissais pas. Donc, au final, c'était une bonne chose aussi d'arriver dans un domaine où je connaissais rien, Oui, mais parce que je pense qu'ils auraient pu quand même mal le prendre, mais je pense que c'est ils aussi, auraient pu mal me prendre. c'est la nature de tes collègues qui fait que, en fait, ils voient le bénéfice, ils voient pas le risque. En fait, ils auraient pu mal le prendre, mais en fait, je suis arrivée dans le cadre d'un remplacement de congé mat, où la personne a dû partir un peu plus tôt que prévu. Du coup, le fait que je sois montée vite et bien en compétences, finalement, ça a été. C'est Eux, donnant. ils ont apprécié parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, elle a eu moins de temps de formation que ce qu'on pensait, mais les acquis sont là et du coup, ça va bien se passer. Et puis après, il faut dire ce qui est, la façon dont j'ai été formée avait été réfléchie.
Et la personne avait super bien géré le plan de formation pour que je monte aussi vite en compétences. Ça a été un vrai travail d'équipe et c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, du coup, on travaille ensemble et c'est super chouette. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir à entendre. Donc, du coup, tes points de vigilance actuellement, c'est quoi? C'est parfois d'être fatigable et ton manager t'aide aussi. Parfois de dire, OK, il faut faire une pause. C'est d'être fatigable parce que des fois, je veux tellement bien faire que je me rends pas compte que je Mm, fatigue. J'ai encore tendance à pousser trop loin sur certains moments. Là, par exemple, je le sens, hein, je pars en vacances dans une semaine, je suis contente que ça soit les vacances. Voilà, et j'ai été très contente qu'il y ait eu le lundi de Pâques. Voilà, ça m'a permis un peu, vu que le mercredi et le vendredi, bah là, j'ai fait un grand week-end de 4 jours. Ça m'a fait du bien. Euh, donc, je suis attentive. Après, ce qui est bien, c'est que même quand je pousse trop loin, je sais qu'à la maison, euh, on, on a cette confiance maintenant aujourd'hui pour se passer le relais et mon mari comme moi, de dire attention, là, je suis allée trop loin aujourd'hui, j'ai besoin que ce soir tu prennes le relais. mm. Ce qui est compliqué quand on est tous les deux au bout, Oui, voilà. Mais on arrive, on a réaménagé notre façon de fonctionner aussi à domicile. On a délégué certaines choses, voilà. Donc du coup, ça permet de se dire, je suis allée trop loin au boulot, je m'en rends compte trop tard, parce que voilà, je m'en suis pas rendu compte. Mais du coup, je sais que je vais pas devoir continuer à trop pousser à la maison. oui, Donc, et puis de se dire, quand on se rend compte, de se dire, oula, ce week-end, du coup, calme. Le oui, pyjama, c'est bien aussi. Et puis, tant pis, pyjama, écran, et puis on y va tranquille, on se repose pour recharger les petites cuillères. Parce qu'on essaye de réfléchir. Alors, on ne le fait pas au quotidien, de réfléchir en petite cuillère, mais c'est une image qu'on a dans la famille de se dire là, je suis à petite cuillère, -12. Donc, du coup, faut que je récupère. Et puis, bah, personne n'a le courage de faire à manger. Bah, tant pis, ce soir, on fait une pizza, un McDo, un machin. C'est pas grave. oui, Voilà. oui, D'arrêter d'essayer d'être parfait au sens de la société, avec toutes les injonctions qu'il y a. On a appris à se dire la société, elle est bien gentille, mais aujourd'hui, elle est trop intolérante oui, et trop directive sur comment être un bon professionnel, comment être un bon adulte, comment être un bon enfant, comment être un bon parent. Voilà. Donc, on a ce cocon de sécurité à la maison qui fait que donc, du coup, d'avoir ce cocon de sécurité à la maison et de se dire qu'on a un sas de décompression. Quand oui. on sent qu'on n'a pas su se gérer à l'extérieur et qu'on est allé trop loin. Ouais, mais c'est vraiment super. Enfin, ce que tu dis, c'est vraiment important. Cette histoire d'injonction, ça revient beaucoup. Et je pense que l'injonction, elle est pour tout le monde, mais de ce que j'ai entendu, quand on est autiste, on a tendance à la prendre un peu littéralement. C'est-à-dire, tu sais, ton bébé doit dormir toute la nuit. Ah ben, si ça ne le fait pas, c'est... Enfin, alors qu'on sait que les injonctions, ça ne veut pas dire que les gens les suivent. C'est qu'il y a des gens qui vont, tu vois, qui vont, comment dire, composer avec l'injonction en suivant certaines, pas d'autres quand ça les arrange. Enfin, tu vois, et c'est cette espèce de variabilité qui est difficile à comprendre au départ de ce qu'on m'a expliqué. Mais qu'une fois que tu te dis, bon, mais finalement, moi, je vais faire ma règle, ça libère, en fait. C'est ce que tu dis. Toi, ta règle, c'est qu'on ne va pas faire ça, on va faire notre règle à nous. Et du coup, t'es plus dans la surperformance, en fait. Mm. Ah oui, oui, moi, clairement, pour moi, les injonctions de la société, Mm. c'était pas c'était des règles à suivre, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. On doit être comme ça, on doit être comme ça, on doit être comme ça. Et après, aussi du fait que j'ai travaillé sur le fait d'avoir le droit d'être moi-même, parce que voilà, de par l'enfance, de par beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'injonctions déjà en me disant ça marche comme ça, c'est pas autrement, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Si t'es pas d'accord, t'as pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Euh, Bah du coup, après, quand on en arrive à l'âge adulte et qu'on nous dit
la société, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, bah, vu qu'on Mhm. a grandi dans ce modèle, on continue en se disant, ah, bah, en fait, c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Mhm. Et c'est au moment où j'ai craqué, où là, après, j'ai remis beaucoup de choses en question et où je me suis dit, enfin, moi, typiquement, hein, quand ils disent, oui, les écrans, les machins, les bidules, je dis, attention, enfin, il y a un moment, ouais, je fais, mais enfin, moi, aujourd'hui, je suis autiste, j'ai un enfant autiste TDAH, qui est pas encore sous traitement et quand bien même, quand il le sera, c'est pas dit que ça marche. Si à un moment, je ne le pose pas devant un écran, devant son intérêt spécifique pour qu'il arrête de bouger, de courir, pour que moi, je puisse me poser et reprendre de l'énergie, je fais, c'est pas possible. Ah oui, oui, mais clairement, le débat des écrans, je pense que tu connais mon opinion sur la question, Mm. mais Oui, très bon exemple de se dire, OK, il y a la théorie et puis il y a ce qui fonctionne pour nous et ce qui fait que tu es dans la meilleure situation possible pour toi et ta famille. Et je pense que c'est un peu ça la règle, c'est trouver mm, le manuel qui fonctionne pour vous. c'est ça. Et lâcher sur la durée d'écran ne veut pas dire lâcher sur la qualité ou l'intérêt de ce qui est regardé. Voilà, il joue pas, enfin, il a 7 ans, il joue pas à Fortnite. Voilà, il joue à Mario, il joue à Pikmin, il regarde, alors il regarde des vidéos Mario, il regarde des vidéos culturelles, il adore les podcasts de France Inter. Enfin voilà, non mais c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, il y a la quantité, il y a la qualité, en fait. C'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des clichés sur l'autisme qui t'embêtent particulièrement, un cliché en particulier? Euh, je crois que c'est un ensemble de clichés. J'ai partagé hier un article de Psychologie Magazine que j'ai trouvé très bien écrit sur les 10 clichés de l'autisme. En fait, c'est c'est cette difficulté aujourd'hui à mener au diagnostic du fait des clichés de manière générale, Oui. en fait. Ou dans la société du quotidien, euh, tu as de l'humour, tu regardes dans les yeux, t'es pas un génie. Ouais, alors, tu es une femme. Moi, je l'ai appris par le diagnostic, en fait, par le diagnostic de mes enfants, vu que j'ai une fille et un garçon qui avaient des profils différents. Euh, mais c'est vraiment, en fait, c'est le cliché global sur l'autisme, de se dire l'autisme, c'est Rain Man. Euh, et si on n'a pas un professionnel, même au niveau des professionnels qui est un peu alerte sur les différents profils, on entend tout de suite ah, mais non, mais c'est pas possible. Et même en ayant des professionnels alertes, si on a un profil d'autisme, qu'on est sur de l'autisme de très haut niveau avec un HPI associé, Oui. euh, moi, à chaque fois, même avec des professionnels alertes, j'ai eu, mais si vous ne me l'aviez pas dit, euh, jamais je l'aurais pensé au premier rendez-vous. Et après, dans le cadre de la prise en charge, ça se voit. Ça, Oui. enfin, mais c'est ce côté au-delà du cliché, le côté toujours remise en question et limite devoir justifier son diagnostic. De Oui. dire, bah, tu rentres pas dans les stéréotypes, donc c'est pas possible. C'est toujours. Moi, je trouve qu'en France, on a une vraie problématique de cases, en fait. C'est si on rentre pas dans les cases, qu'elles soient de la normalité ou du stéréotype, on ne peut pas être truc ou bidule ou chouette. Et si on n'est pas truc, bidule ou chouette, eh ben, on n'a pas le droit d'accéder à telle chose. Et ça me désespère en France, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est un peu l'idée derrière ce projet, c'était de montrer la diversité, parce que si tu en vois certains, tu verras que il y a des choses il y a des difficultés qu'on retrouve un peu chez tout le monde, il y a des façons de faire qu'on retrouve, mais il y a quand même des personnalités qui sont très différentes. Et moi, je trouve ça super, quoi, parce que ça montre bien que c'est comme tout le monde. Enfin, il y a des gens de tout type. Et le fait d'être autiste, c'est une caractéristique, comme gaucher ou autre Hum, chose. Mais ça définit pas la personne. La personne, c'est un ensemble. c'est ça. C'est comme tu vois ce que je disais tout à l'heure, le webinaire sur les stéréotypes du handicap. Mm. En fait, on en est quand même à un point où on estime que 12% de la population française Oui, est en situation de handicap. J'ai envie de dire, quand on en arrive à un chiffre qui est 12%, on est à une personne sur 8. oui. Est-ce qu'au final, la norme, elle est définie correctement? Enfin, voilà. Tu as C'est fou. 20% de TND, 20% de personnes autistes TDA et 10.
Voilà. Donc au 20%. final, pourquoi est-ce qu'on veut définir une norme et pas juste se dire on est tous des humains, on est tous différents, on a tous notre moyen de fonctionner en fait. Enfin, je crois qu'au-delà des clichés, c'est plus ce côté on est tous différents et que ça soit dans le fonctionnement de notre cerveau, dans notre couleur de peau, dans notre taille, dans, dans tout. Il y a autant de variétés d'humains qu'il y a d'humains. Comme on dit, il y a autant de types d'autisme que d'autistes. Bah, il y a autant de variétés d'humains qu'il y a d'humains parce que on est tous des individualités, on a tous nos fonctionnements qui sont différents. Et je sais qu'il y a une phrase qui énerve énormément d'autistes, c'est oui, mais moi aussi, je suis un peu autiste. Mais je crois qu'au final, ça veut bien dire que dans les particularités de l'autisme, tout le monde se reconnaît en tant qu'humain. Ah bah oui, mais moi aussi, j'aime pas la lumière. Ah oui, mais moi aussi, j'aime pas quand il y a trop de bruit. C'est parce que Ben oui. l'autisme a une définition a une définition, mais que au final, quand on dit que tout le monde, enfin, quand les gens disent mais moi aussi, je suis un peu autiste, c'est qu'au final, on se reconnaît tous dans l'humain qui est en face de nous, ça Ben par oui, certaines mais choses et qu'on a tellement en tous plus. des points Parce que communs. les stéréotypies, par exemple, se ronger les ongles, qui est considéré comme une stéréotypie, tu as des millions de gens qui ne sont pas autistes qui sont légendes. Mais ce qui va faire C'est la ça? différence, c'est qu'une personne autiste va le faire beaucoup plus, ou beaucoup plus souvent, ou de façon beaucoup plus systématique, ritualisée, machin. Et on retrouve sur tous les aspects, il y a des gens qui ne comprennent pas l'implicite. Ça ne veut pas dire qu'ils sont. Enfin, tu vois, c'est l'intensité de toute une série de traits, mais les traits, on les trouve dans. Enfin, comme tu dis, enfin, moi, je dis parfois que l'autisme ou la neurodiversité, c'est une forme de culture aussi. C'est une façon d'envisager les choses. Et puis, c'est une culture comme la culture des Pygmées ou la culture des Chinois ou la culture des Finlandais. Moi, j'ai travaillé à l'international très longtemps. Mais à mes débuts, on travaillait beaucoup par téléphone parce qu'il n'y avait pas de mail. Et moi, je travaillais avec vraiment des gens en Argentine et des gens en Finlande. Je peux te garantir que la personne en Finlande, c'était sport. Tu lui posais une question, elle te répondait oui. Question suivante, non. Hmm. Et c'était pas une seule personne finlandaise, hein. J'en ai parlé à plusieurs, là, mais ils sont quand même particuliers. Mais finalement, tu te dis, OK, bon, les Finlandais, tu te poses pas plus de questions. Tu te dis, bon, les Finlandais, ils sont comme ça. Et puis, un jour, j'avais un projet où il y avait des Finlandais, des Allemands, enfin, il y avait vraiment tous les types de cultures occidentales qu'on pouvait trouver. Et clairement, j'avais bien compris que si j'essayais de demander quelque chose à un Allemand de la même façon qu'à l'Argentin, ça marchait pas. Ben, c'est ça. L'argentin, j'ai dû adapter mon style de communication en modifiant, en utilisant plus l'affect et la relation et vraiment un truc beaucoup moins rationnel pour obtenir qui collabore sur le projet. Alors que l'allemand, j'étais là, genre, bon, alors la règle, c'est qu'il faut que tu me le donnes. Et, enfin, c'était une communication différente, mais finalement, moi, j'avais l'habitude et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais un peu ce que je fais, parce que ça m'a tout, je suis née dedans, en fait. J'étais dans une école internationale, mais c'est une culture. Et personne va dire, enfin, si, tu vas dire, ils sont bizarres, ces Finlandais, mais tu vas pas chercher plus loin, à moins de devenir raciste. Mais sinon, tu vas te dire, OK, bah, c'est leur culture, ou tu vas essayer de la comprendre. Et je pense que ce que j'essaye de faire un peu avec ce projet, c'est de dire, OK, c'est une forme de culture, bah, vous voulez apprendre, bah, écoutez des gens qui vont vous expliquer comment ils voient les choses. C'est un peu comme un documentaire sur ce culturel, quelque part. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui commence à travailler, enfin, qui est jeune, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'elle devrait faire ou pas faire pour que ça se passe bien? D'être fière déjà de qui elle est, ça c'est la première chose. De ne pas se renier pour rentrer dans un moule. Voilà. Que si elle se sent suffisamment à l'aise avec sa direction pour parler de ses difficultés, il ne faut pas hésiter parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne connaît pas. Donc, mais après, il faut se sentir à l'aise et en confiance. Mais enfin, j'ai envie de dire, ça marche pour tout, hein. C'est pas que pour l'autisme. Que quand on se sent en confiance, on peut plus facilement discuter de ses difficultés et trouver des solutions. Euh, et surtout de s'écouter, de
le travail, c'est important parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Avec le travail, on touche un salaire. Avec un salaire, on a de quoi vivre. Mais ça ne doit en aucun cas effacer la personne qu'on est. C'est une grande partie de notre vie. On y passe au moins la moitié du temps où on est éveillé. Et il faut absolument s'épanouir parce que sinon, on s'efface en tant que personne euh, et on s'oublie. Et c'est là où, en fait, pour moi, on se retrouve à être malheureux. Et j'ai une question qui m'est venue. Ton travail, il a aucun lien avec tes intérêts spécifiques ou il y a un lien? Aucun. Aucun. Ouais, c'est ce que Enfin, je me suis dit, mais je me suis dit peut-être j'ai raté un truc. en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est outils informatiques, analyse de chiffres, tout ça. Donc, au final, dans mon quotidien, j'en fais beaucoup. Euh, D'aller chercher le pourquoi mon fichier marche pas, enfin voilà. Donc, en ça, alors, c'est pas non plus de l'intérêt spécifique, mais c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup et que d'autres détestent complètement. Voilà, mais non, le déchet de la poubelle jaune et le recyclage ne fait pas partie de mes intérêts spécifiques. Non, mais comment? Toutefois, ça a un lien quand même avec mon quotidien, sur le principe où une. Je suis conseillère municipale. Donc, du coup, j'avais la vision en fait de la poubelle jaune en tant que citoyenne, en tant qu'élue. Et du coup, maintenant, j'ai la vision de, bah, une fois qu'on a trié chez nous, qu'est-ce que ça devient? Comment ça marche? Donc, j'aime beaucoup parce que du coup, je vois vraiment le process de gestion jusqu'au bout. Ah, c'est passionnant et je pense que les collectivités territoriales ne communiquent pas du tout assez face à ça et que le tri pourrait être beaucoup plus efficace si les gens savaient ce qui se passe Oui, parce après. il y a encore la croyance en fait, qu'on trie pas, qu'on trie pour rien. Enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais moi j'entends souvent, mais de toute façon, ça va tout pareil, ça va tout à la déchetterie, ça sert à rien de s'emmerder à séparer les trucs. Et Et c'est dommage parce que j'espère que c'est vraiment trié, parce que nous, oui, on trie. alors c'est vraiment trié. Il y a une vraie, il y a il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la finance publique derrière, donc qui a son importance même en tant que citoyen. Euh, Ce que je trouve qui est très intéressant, parce que j'ai vu la partie recyclage du déchet ménager, mais aussi de comment ça se passait pour le déchet industriel. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'emballage, ce qui se recycle le moins bien, c'est le déchet ménager. Au final, les industriels aujourd'hui, Oui. eh ben, du déchet pur, eh ben, ils en font plus tant que ça parce que tout est revalorisable. Et ils ont tout un intérêt à valoriser leurs déchets parce que ça leur coûte bien moins cher que d'y mettre à la poubelle. Mais ce n'est pas un intérêt spécifique, mais c'est un domaine qui, du coup, Oui, m'intéresse énormément aujourd'hui. oui, puis ça a enfin, ça a un vrai enjeu important pour la planète, donc C'est c'est ça, très utile. c'est ça. Ah ben c'est super. On aura appris plein de choses. Merci beaucoup, Cécile. Mais de rien.